savez qu'à mon âge, très jeune que je suis, j'ai découvert la culture. La culture, c'est à travers les lectures. Les lectures, ça va d'un, je dirais, d'une culture à une autre. Je peux aller de la culture occidentale, je peux aller à la culture orientale. Ces derniers temps, je suis passionné par la culture orientale parce que mes enfants aiment bien les histoires d'Aladin et ne voulant plus être dans les contes des mille et une nuits, j'ai jeté mon dévolu dans les traditions soufis. Et là, je découvre un vieux conte, un conte que j'aime particulièrement. Un disciple demande un jour à son maître, « Maître, comment reconnaît-on un vrai dirigeant ?» Et le maître de répondre, « Lorsque la tempête arrive, le politicien pense à sauver son siège tandis que l'homme d'État pense à sauver le navire. » Donc aujourd'hui, chers amis, chers internautes, c'est exactement cela, le cœur du débat. Depuis quelques jours, certains propos du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont suscité beaucoup de réactions, parfois passionnées, parfois caricaturales. Mais dans un moment aussi grave de notre histoire nationale, je pense que nous devons sortir des émotions et revenir à la raison, revenir au droit, revenir à la responsabilité historique. D'abord, sur la question du troisième mandat. Ah, l'ambassadeur itinérant en parle. Mais soyons sérieux. Le chef de l'État n'a jamais annoncé une candidature pour un troisième mandat. Moi, je ne l'ai pas entendu, et certainement pas lors de son point de presse. Il n'a signé aucun décret. Je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu. Il n'a présenté aucun projet de modification constitutionnelle. Il a simplement dit, si le peuple le veut, je l'accepterai en toute humilité. Nous l'avons suivi. Or, dans une démocratie, qui est souverain? N'est-ce pas le peuple? N'est-ce pas le peuple? Ceux qui présentent immédiatement cette phrase comme une dérive dictatoriale, je crois qu'ils oublient volontairement une vérité fondamentale. Dans toutes les grandes démocraties du monde, le débat constitutionnel existe. La France, pour ne parler que de la France, dont nous sommes le premier pays francophone, a révisé plusieurs fois sa constitution sous la Ve République. Un peu plus loin, les États-Unis, eux, ont adopté 27 amendements constitutionnels. Les internautes peuvent aller voir, vous allez voir sur les réseaux sociaux, je ne mens pas. En Afrique, plusieurs États ont adapté leur institution à leur réalité historique et sécuritaire. Mais comme c'est l'Afrique, on dira « Ah, c'est une dérive dictatoriale ». Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, certains veulent transformer le débat constitutionnel en un crime politique? Le président de la République a parlé de consultation populaire. Il a parlé de référendum. Il a parlé de débat d'experts.
de mécanismes légaux. Où est l'antidémocratie dans cela? Permettez-moi de vous rappeler une chose essentielle. Même certains partis de l'opposition proposent eux-mêmes des révisions constitutionnelles dans leur programme politique. Je pense qu'il faut pouvoir être cohérent. On ne peut pas défendre la réforme constitutionnelle lorsqu'elle nous arrange, et puis la qualifier de dictature lorsqu'elle vient dans notre camp. Ainsi, je dirais ici que le chef de l'État a parlé en homme d'État et non en candidat. Et je vous dirais que nous étions à l'époque à Sun City et j'étais avec le patriarche Justin-Marie Bomboko Lokumba, Premier ministre des Affaires étrangères, et il me dit ceci: Antoine, quelle est la différence entre un politicien et un homme d'État? Je lui ai dit, mais je donne ma langue au chat, et il me dit non, la différence, c'est qu'un politicien est prêt à tout faire, et même à mentir, pour pouvoir atteindre son objectif. Tandis qu'un homme d'État, il réfléchit et il pose des actions d'État. Le chef de l'État a dit cela à sa manière. Donc l'homme politique pense aux prochaines élections, tandis que l'homme d'État pense aux prochaines générations. Citation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette phrase, mais elle est capitale. Parce qu'au fond, je dirais que la vraie question posée aujourd'hui, elle est celle-ci. La Constitution de 2006, est-ce qu'elle répond encore totalement aux défis sécuritaires? Est-ce qu'elle répond encore totalement aux défis institutionnels? Est-ce qu'elle répond encore aux défis géopolitiques? Répond-elle encore aux défis auxquels la République démocratique du Congo est en train de faire face? Peut-on gouverner un pays continent de plus de 100 millions d'habitants quand on est confronté à une guerre hybride permanente, avec les mêmes mécanismes institutionnels qu'il y a 20 ans? Je vous pose la question, voilà le vrai débat. Je sais que certains préfèrent réduire une réflexion nationale à une simple ambition personnelle. Oui, c'est politiquement plus facile, mais je pense que ce n'est pas intellectuellement honnête, mon point de vue. Les accusations de report des élections de 2028, parlons-en. Parlons-en. Là encore, je pense en toute humilité qu'il faut arrêter les manipulations. Le président n'a jamais annoncé les reports des élections, à ce que je sache. Il a posé une hypothèse conditionnelle. Si la guerre persiste et si une partie du territoire national reste occupée, alors il sera difficile d'organiser des élections normales. C'est ce qu'il a dit. Mais enfin, quel pays sérieux organise des élections normales pendant qu'une partie de son territoire est sous occupation armée? Quand je suis l'histoire, je prends l'exemple de l'Ukraine, parce qu'on en parle dans tous les médias, sous la présidence de Volodymyr Zelensky. On n'a pas organisé d'élection présidentielle en pleine guerre. Et Donald Trump en a parlé. Et l'Europe s'en est offusquée. Personne, mais alors personne n'a considéré cela comme une dictature. Pourquoi est-ce que chez nous, on doit commencer à crier haro au moment où nous pensons sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que la priorité d'un chef d'État, ce n'est pas l'organisation mécanique d'un scrutin. La priorité d'un chef d'État,
c'est protéger l'intégrité territoriale, c'est sécuriser les populations et c'est sécuriser l'autorité de l'État. Peut-on parler de démocratie parfaite lorsque des millions de citoyens vivent sous la menace des armes? C'est une question que je vous pose. Peut-on parler d'élections inclusives lorsque certaines populations sont déplacées, massacrées ou privées de souveraineté? Je pense que le président de la République ici a rappelé simplement une évidence stratégique. Et je crois que personne ne peut honnêtement accuser Félix Tshisekedi d'instrumentaliser cette guerre. Lui qui, depuis plusieurs années, mène une offensive diplomatique intense. Mais alors intense contre le soutien extérieur aux groupes armés. Lui qui mobilise les partenaires internationaux. Lui qui renforce progressivement les capacités sécuritaires du pays. Enfin, j'aimerais maintenant parler de la question économique parce que j'ai senti qu'il y avait des rictus. Certains se sont moqués lorsque le chef de l'État a parlé en disant que la République démocratique du Congo est une future 5e puissance économique d'Afrique subsaharienne. Les chiffres sont là et la vérité est têtue. Je crois que c'est un chanteur ici qui disait que Lokuta et Mataka, je crois, donc n'a ascenseur, mais vérité qui est un escalier. Donc les projections du Fonds monétaire international pour l'année 2026 indiquent effectivement que notre pays, la République démocratique du Congo, va atteindre un produit intérieur brut PIB estimé à 123 milliards d'euros. C'est eux qui l'ont dit. Et comme on dit, lorsque le sage pointe la lune du doigt, les insensés regardent le doigt. Et c'est cela, malgré la guerre. Il dit que nous avons cette potentialité-là. Mais pourquoi ? Mais parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui est au cœur de la transition énergétique mondiale. Le cobalt est congolais, le cuivre congolais, le lithium congolais et les autres minerais, nobium, etc., des minerais stratégiques de notre pays qui alimentent par exemple les batteries électriques, les véhicules électriques, les technologies vertes du 21e siècle. Donc je dirais sans embâche que la République démocratique du Congo n'est pas seulement un pays. La République démocratique du Congo devient progressivement une puissance géostratégique au niveau mondial. Oui, les défis restent immenses. Oui, la pauvreté existe. Oui, beaucoup reste à faire. On parle des embouteillages, etc. Mais nier les progrès économiques réalisés, nier l'amélioration des réserves de change, nier les investissements et la croissance soutenue. Mais ne pensez-vous pas que c'est refuser tout simplement de regarder la vérité en face ? Mes chers frères, chers compatriotes, je n'aimerais pas faire de la démagogie ici, mais je dirais que dans les moments difficiles, une nation doit faire attention à une chose. La confusion entre le débat démocratique et la destruction systématique de toute autorité. On peut critiquer, on peut débattre, on peut être en désaccord. C'est cela le jeu de la démocratie. Mais quand on transforme
chaque réflexion institutionnelle en crise artificielle, chaque hypothèse sécuritaire en accusation politique, chaque ambition économique en moquerie nationale. Moi, je crois que c'est cela qui affaiblit l'État lui-même. Et dans un monde devenu brutal, fragmenté et géopolitiquement impitoyable, les nations qui survivent sont celles qui savent protéger leurs institutions, celles qui savent protéger leur souveraineté et celles qui savent protéger leur vision stratégique. Et je vais atterrir avec cette phrase de Charles-Maurice Talleyrand de Périgord, prince de Bénévent que j'aime beaucoup parce qu'il est diplomate. Il fut ministre des Affaires étrangères en France. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Fin de citation. C'est Charles-Maurice Talleyrand de Périgord. Aujourd'hui, certains veulent changer les mots. Mais on n'est pas dans un Scrabble. On est dans la réalité. Mais le peuple congolais, lui, attend que l'on change les réalités. Et c'est précisément cela, la responsabilité d'un homme d'État. Et on peut tout dire, on peut monter, descendre et aller à gauche et à droite et tout cela. Mais comme disent les Italiens, le capo di tutti capi, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, est un homme d'État, qu'on le veuille ou non. Mes très chers amis, j'ai dit,